Mesdames, Messieurs, bienvenue. Un plaisir, un énorme plaisir alors de vous retrouver. Chose promise, chose due. Nous voici pour poursuivre ce qu'ensemble nous avons commencé. Qu'ils vous souviennent, le thème portant sur les échanges. Patrice Talon, conférence des présidents de l'Assemblée nationale, avait focalisé l'attention et vous étiez très nombreux à avoir regretté que vos invités n'aient pas eu plus de temps pour aller au-delà de ce qui se dit dans les rues, aider à comprendre la pertinence d'un certain nombre de choix, mais aussi de certaines terminologies. Eh bien, on y est, de l'abus ou de la détermination à aller au dégel de la crise politique, les choix récemment opérés par le chef de l'État, lui qui, d'autorité, a décidé de convoquer la conférence des présidents, une prérogative qui relève en principe des attributions du président de l'Assemblée nationale. Et ce qui en a découlé, quelle est la caution qu'on peut bien y apporter? C'est bien la quintessence de l'émission précédemment initiée. On n'a pas pu aborder tous ces aspects. On est resté au niveau des préalables, mais des préalables, somme toute, importants. Vous l'avez aussi souligné. Aujourd'hui, nous y sommes pour poursuivre 3 points importants évoqués préalablement par Fidèle Sonon, lui qui est déjà sur le plateau. Même posture pour continuer, même allant aussi. Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour. Et mes paroles. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, Antoine Adoukonon, qui, comme promis, a essayé de tenir aussi son engagement déjà sur ce plateau. Antoine Adoukonon, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation une fois encore. C'est moi. Alors, opportunité, ou pertinence d'abord, opportunité, et puis application pour parler de la portée de ces réformes. Le Bénin en avait-il vraiment besoin? Les analyses et démonstrations de Fidèle Sonon sont encore présentes dans les têtes, dans les esprits. C'était Antoine Adoukonou qui reprenait la parole pour repréciser ce qui pour lui paraît aussi important à souligner. On lui retourne la parole avant d'évoluer plus amplement dans le thème. Oui, Antoine Adoukonou, vous aviez récemment précisé que sur la question de la pertinence, vous partagez les opinions de votre vis-à-vis, mais évoluant un peu sur l'opportunité. Non, sur la pertinence, je partage son avis à certains égards. Okay. Parce que lorsqu'on nous dit que c'est parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qu'on veut aller vers la réforme du système partisan, je dis que ce n'est pas seulement parce que c'est pas ça la seule, mais c'est l'élément en vue que les gens avancent. Et par rapport à ça, je suis d'accord que c'est parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas fait son travail que nous sommes à 250 voire 300 partis politiques. Parce qu'il y a des partis politiques qui en réalité, n'existe que de nom et qui devait être supprimé par le ministère de l'Intérieur conformément à la charte des partis politiques. Mais je dois dire qu'un piège est là. L'ancienne charte avait autorisé les alliances de partis politiques. Si bien que ces partis politiques, pour échapper aux dispositions légales, essayent, puisque l'ancienne charte dit que soit vous allez aux élections, soit seul, ou en alliance, la charte a précisé ça. Et pour avoir donc leur survie, ces partis politiques, bien que n'animant pas du tout la vie politique, à la veille des élections, ils font tout pour rentrer dans une alliance, histoire de garder, histoire de dribbler, en fait, le ministère de l'Intérieur. Et ils font l'alliance, et juste après l'alliance, ils quittent l'alliance, et ils redeviennent parti politique. Et en fait, ils ont rempli la fonction parce qu'ils vont dire, oui, nous allons chaque fois en alliance aux élections. Mais en fait, ils n'animent pas la vie politique. Mais ce n'est pas l'alliance qui existe, c'est le parti qui existe. Donc on devrait pouvoir les frapper. C'est pourquoi le législateur, dans le nouveau code électoral, a supprimé la question des alliances pour empêcher les gens de se cacher derrière un doigt. Donc, c'est ça. C'est pour contourner ça là qu'on l'a fait. Donc,
quelque part on accuse le ministère de l'Intérieur, mais il faut voir aussi la ruse des hommes politiques, qui n'en sont pas un. Mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que nous avons des gens qui se disent acteurs politiques, mais qui n'ont aucune formation politique, parce qu'une formation politique suppose que vous êtes préparé pour exercer les fonctions d'État. Mais vous ne pensez pas que le piège est toujours là? Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est vrai, la question d'alliance avec les nouveaux tests semble être impossible. Mais alors, les hommes eux-mêmes arrivent toujours à quitter une formation politique pour une autre. Oui. Donc le même problème ne va-t-il pas se poser? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je l'ai toujours dit dans ma formation politique. Les tests qu'on fait là, ce n'est pas les tests là qui vont faire que ipso facto, on aura le résultat qu'on veut. C'est la volonté que nous-mêmes nous avons d'accompagner ces tests-là, qui vont faire de ces tests vraiment... Passons aux opportunités. Voilà. Donc, les opportunités, il me demande si c'est opportun maintenant. Quand cette question me la pose, je dis... En termes de priorité, est-ce que c'est ça notre priorité? En termes de priorité, moi je dis oui. Je dis oui en disant quoi? En disant que, je disais tout à l'heure que l'une des fonctions des partis politiques, c'est la fonction de représentation. C'est les partis politiques qui fournissent non seulement le personnel politique, mais aussi même administratif au haut niveau. Et vous savez, puisque c'est vous qui nous l'apprenez, qu'il y a une relation entre la qualité des ressources humaines que nous avons et les résultats que ces ressources humaines produisent. Le débat que je fais avec vous aujourd'hui, la qualité que je découvre en vous n'est pas la même que je découvre avec d'autres interlocuteurs. Si on me remplace par Joël Yetondi, je ne suis pas sûr de faire le travail. Ça veut dire quoi? Ce cadre qu'est le parti politique, qui doit fournir le personnel politique aujourd'hui, puisque à part l'élection du président de la République, aujourd'hui, et qu'on parle d'ailleurs de parrainage, pour être à l'Assemblée nationale, pour être maire, élu communaux, tout ça là, il faut partir d'un parti politique. Mais si ce parti politique qui doit fournir tout ce personnel pour gérer la cité, si ce cadre n'est pas assaini, et qu'on laisse ce cadre évoluer comme on veut, c'est que ce cadre va nous envoyer celui qu'il veut, et nous aurons les résultats que nous ne voulons pas. C'est pourquoi donner une priorité à l'assainissement de ce milieu, ne serait-ce qu'en termes de principe, c'est pas mauvais. Mais je ne vois pas très bien en quoi est-ce que la qualité des ressources humaines des partis politiques est liée à la réforme du système partisan. Non, oui. Repréciser le lien. Quand nous disons qu'on veut réformer... Comment est-ce que désormais on va avoir du personnel de qualité voilà. versus ce qu'on avait du voilà. fait de la réforme? Voilà. Moi, mais je dis que c'est une question de durée. Parce que nous avons une culture africaine qui est là. Maintenant, la nouvelle culture, elle est européenne. Non, c'est pour dire quoi? Si normalement, on dit, on est en train de réformer le système partisan. Par exemple, on procède au financement public des partis politiques pour empêcher qu'une seule personne ait la force de financer le parti, pour en décider finalement de ce qu'il veut, pour instaurer la démocratie au sein du parti politique. Toutes choses étant égales par ailleurs, si on le fait bien, c'est sûr que quand on va dire le parti envoyer un ministre pour tel domaine, par exemple, on cherche un manager et que M. Sonon est là en tant que docteur en la matière, personne ne peut nous dire d'aller chercher un mécanicien à sa place. Puisque nous avons dit non. Celui qu'il faut pour faire le travail, c'est ce monsieur.
Vous êtes du PR, BR. BR. Oui. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, si on veut envoyer l'homme qu'il ne faut pas au gouvernement, en quoi est-ce que les militants du Bloc républicain pourraient s'opposer? C'est pas pour rien que je vous dis que c'est sur la tuerie. Moi, je le dis, ce qu'on fait là Tout de maintenant... suite là, on ne pourra pas en apprécier la portée. Puisque nous tous, le raisonnement que moi je mets là ici maintenant, combien mène ce raisonnement dans les partis? Nous tous, nous n'avons même pas la compréhension de ce qu'on fait. Il y a d'autres qui pensent que on l'a fait juste pour rester ensemble, pour pouvoir rester avec le chef de l'État et gouverner. C'est malheureusement ce qui va arriver. Hein. Non, c'est ce qui va arriver. Mais ça va imploser lorsqu'il n'y aura pas l'élément fédérateur. Voilà. C'est pourquoi les gens disent que quand le président ne sera plus là, que ces partis vont s'éclater. On passe au troisième point. Donc, sinon, le raisonnement normal, la réforme même, c'est opportun. Vous êtes de l'école de la formation politique? Quand on le met dans le système ordinaire que nous vivons là, il a raison. Parce qu'on va faire la réforme, mais les gens ne vont pas prendre conscience. Les gens vont croire que c'est la politique. On veut rester autour du chef de l'État pour être ministre. Et ils ne vont pas vraiment savoir là où on veut aller. Alors on revient au troisième point et là, je suis d'accord. Puis on évolue. La mise en œuvre, l'application. Il parle de la mise en œuvre. C'est vrai que dans la mise en œuvre, il y a eu quelques problèmes. Et le véritable problème d'abord, c'est le fait que il n'y a pas de temps pour s'approprier même les tests. La charte est promulguée le 17 septembre, le code le 19 octobre, et les élections sont prévues déjà pour le 28 avril. Si tout ceci était à refaire, vous auriez pu demander aux gens de laisser tomber puisque même les opposants, non, je dis, le vrai problème c'est que on a fait la réforme et personne n'a même le temps Oui, je vous pose aujourd'hui la question. Mais si c'était à refaire, vous, Antoine Madoukonou, vous auriez demandé, suggéré à votre formation de s'allier avec la formation sœur et dire à l'exécutif et autres acteurs politiques, autant aller avec l'ancien test et ensuite on va expérimenter ce qui est vous savez, je ne peux pas le dire parce que nous sommes en politique. Okay. Les lois électorales sont des lois politiques. Si ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale estiment que nous sommes prêts, ils n'auront pas le temps de voir ceux qui ne sont pas prêts. Ça, c'est une loi électorale. Sans doute ce qui s'était passé. Il faut comprendre. Okay. D'accord? La démocratie, c'est le rapport de force. Voilà, et on évolue. Donc, ça veut que dans la mise en œuvre, les gens n'ont pas... Aujourd'hui, on est déjà à 9 partis politiques. Vous voyez, non? Qui ont pu se conformer. Ça veut dire qu'à l'épreuve du temps, les gens peuvent se conformer. Il faut compter 2 autres déjà. Oui. Donc, c'est le temps restreint a aussi beaucoup joué. Mais je dois avouer que mes amis de l'opposition, c'est une parenthèse que je leur montre. Ils n'étaient pas unis. Ça a beaucoup joué contre eux. Je ne veux pas dire pourquoi j'ai dit ça ici. Ok. Merci, on va passer. Oui. Mais donc, il y a ces facteurs, mais les tests même posent certains problèmes. Et on vient d'en corriger. Moi, j'avais incriminé l'article 46, sans savoir que ça va créer autant de problèmes. Parce que lorsqu'on me dit que une fois la liste déposée, qu'on ne peut pas modifier, et c'est un scrutin de liste, ça veut dire que si je vais écrire Joël et j'oublie le O, toute la liste sur laquelle Joël se trouve sera invalidée. Alors, on y est. Comment faire pour éviter que ces tests, et c'est quoi qui demeure dans les nouveaux tests? Antoine Anoukoli, donc je dis, on évolue. Alors, le chef de l'État, s'il vous plaît, le chef de l'État a donc rencontré les députés, eux, qui ont la lourde responsabilité d'apporter les touches qu'il faut au niveau de ces tests qui posent problème. La rencontre, vous l'avez suivi, fidèle son nom. Ces députés ont dit toute leur disponibilité à accompagner l'exécutif afin que l'objectif visé puisse être atteint. Oui, mais justement, c'est ça mon inquiétude et l'inquiétude de mon parti. Parce que, vous voyez, le peuple voulait un dialogue pour régler une crise profonde. Appelez ça politique. N'appelez pas ça national, mais appelez ça politique. Et vous vous retrouvez entre bourreaux pour aggraver la crise. Excusez, j'ai mal entendu. Vous vous retrouvez entre bourreaux
pour aggraver la crise. On vous demande de prendre des dispositions pour régler une crise, mais vous vous retrouvez pour l'aggraver. On l'aggrave parce que quoi? Lorsque vous voyez certains des points, qu'on dit des points de consensus sortis de ce dialogue que nous appelons monologue, vous avez par exemple le système de parrainage qui est une bombe. Je vous dis, c'est une nouvelle bombe. C'est un nouvel élément d'exclusion. Expliquez-vous. C'est un nouvel élément d'exclusion. Pourquoi? Qui sont ceux qui ont des élus locaux ou qui auront des élus locaux? Qui sont ceux qui ont des députés? Aujourd'hui, il n'y a que les deux partis siamois du président de la République qui ont des députés. Qui sont ceux qui ont des élus locaux? Aujourd'hui, il n'y a que les partis de la mouvance présidentielle. Et qui sont ceux qui, selon leur nouvelle machine, qui sont ceux qui iront aux élections municipales, communales et locales à venir? Il n'y a que les partis de la mouvance et ceux qu'ils disent s'être conformés et qui seraient de l'opposition, mais qui sont en définitive d'autres partis fabriqués, donc une opposition fabriquée. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de parrainage pour les élections à venir, par exemple l'élection présidentielle, si quelqu'un qui n'est pas de cette chapelle pose sa candidature, cette personne n'aura aucun parrain. Donc, on vous envoie régler un problème d'exclusion et vous exacerbez l'exclusion. Ils ont fait des propositions, des recommandations au président de la République qui induisent, et on ne le dit pas assez encore, qui induisent la révision unilatérale et non consensuelle de notre Constitution, notre loi fondamentale. Et vous avez vu tout ce que ça a créé dans ce pays. Ils veulent ramener ça dans cette tension politique que nous vivons aujourd'hui. Et on vient amener comme un chevet sur la soupe la représentativité des femmes. Mais qui on veut tromper? En définitive, qui on veut tromper? Si vous voulez nommer des femmes compétentes. Précisez-moi la recommandation qui pousse à la révision unilatérale pour que je puisse répondre après, quoi. Mais lorsque vous parlez, lorsque vous évoquez l'idée d'élection générale, okay. Encore qu'il n'y a même pas un échéancier clair, il n'y a pas un chronogramme, on jette l'idée, on dit il va y avoir des élections générales en 2020 ou en 2021, ce n'est pas très clair. Donc, on attend de voir ce que les députés vont voter. Mais nous savons qui sont ces députés. Et lorsque on inclut aussi un mécanisme pour une meilleure représentativité des femmes, mais c'est qu'on est en train d'aller tordre le cou à la Constitution et de manière unilatérale. Je dis unilatérale parce qu'on sait qui sont ceux qui sont là comme députés aujourd'hui. Et voilà donc les bombes qu'on est en train de préparer. On vous a envoyé pour régler une crise et vous prenez d'autres dispositions plus chrysogènes. Et on a laissé l'article 242. C'est parce que, justement, nous ne l'avons pas expérimenté. Parce que je vous parle souvent ici de l'applicabilité des lois. Lorsque vous êtes en train de... Quel est le nouveau problème que cet article vous pose toujours? Non, mais attends. Malheureusement, on ne l'a pas, ou heureusement, j'allais dire, on ne l'a pas expérimenté. Parce que ça n'a aucun fondement. Si vous voulez vous voulez renforcer le mandat national du député, trouvons un autre mécanisme pour que l'élection des députés ne soit plus liée aux circonscriptions électorales. Mais vous n'allez pas imposer un système où le monsieur a eu un très bon score. Parce que ces élections restent au niveau circonscription. C'est un paradoxe, c'est une contradiction. Et parce que son parti n'aura pas réuni 10% au niveau national, vous lui arrachez ses suffrages. Essayez pour voir ce que ça va entraîner dans ce pays. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter de foncer tête baissée? Est-ce que cette gouvernance sera toujours caractérisée par, ce n'est pas arrogant, l'entêtement et rétropédalage après? Non, moi j'ai l'impression qu'on pose l'acte et on réfléchit après. Tout ce simulacre de dialogue, on aurait dû avoir
une discussion sérieuse avant même le vote de ces lois, qu'on aurait toiletté un certain nombre d'éléments. Il a évoqué une question. Quelle incongruité de penser qu'une fois qu'on dépose votre liste, par exemple, vous n'avez plus le droit de rien changer là-dedans. On est quand même au Bénin. Et puis, moi j'ai suivi un dialogue entre le président de la République et la deuxième personnalité de l'État, où le président de la République était en train d'envoyer des récriminations au président de l'Assemblée, enfin à son parti, mais sur une affaire, mais complètement sur laquelle le président de l'Assemblée avait raison. Et ils en ont discuté, ils ont reconnu qu'il faut changer ça. Mais si ce dialogue, cet échange avait eu lieu avant, ça veut dire qu'il faut que la réflexion précède l'action. Mais ce que je vois, ce qui caractérise cette gouvernance, c'est qu'on agit et on réfléchit après. Rétropédalage. Moi, je souhaite que cette fois-ci, nous ramenions la balle à terre et que nous fassions précéder la réflexion à l'action et non le contraire. Sinon, ce qui va se passer, je vous ai démontré, il y a encore des bombes qu'ils sont en train de fabriquer. Il y a encore des bombes qui sont en train de fabriquer. Les politiques, en tout cas, ce sont eux qui, à ce qu'il paraît, conduisent le Bénin, font les orientations qui se posent Antoine Alukono. Les Béninois regardent les politiques pour l'instant, on ne sait quelle pourra être l'issue. Votre vis-à-vis croit savoir que là, on joue encore avec le feu. Oui, je remercie beaucoup M. Soron parce que il argumente. Il argumente. C'est déjà important parce que nous avons besoin de la pensée de tous les Béninois pour avancer. Je dois d'abord dire que il a montré les points qui lui semblent chrysogènes du dialogue, sans montrer quand même les avancées. Non, c'est moi qui vais le faire. Puis lui, il est dans l'opposition. Il ne peut pas le faire, donc je suis obligé de le faire avant d'expliquer tout ce qu'il a dit là. Comme avancé, il faut noter que le problème de l'article 46 est réglé, c'est-à-dire que une fois la liste déposée, on ne peut pas modifier là, ça sera revu. Dans le sens que l'individu qui par exemple dépose sa candidature sur 2 listes, c'est lui qui sera frappé par la loi et non le parti. Ça sera revu. Mais il faut noter que le principe a été maintenu parce que le législateur n'avait pas dit cela exprès. Si vous avez fait... Peut-être que si USL avait eu la chance d'aller aux élections, peut-être que vous allez vivre ça. Vous êtes tête de liste aujourd'hui, on va à la Sénat, vous êtes tête de liste. Après demain, vous devez 4e, 9e, on affiche la liste, vous ne voyez plus votre nom. C'est les scénarios que nous vivons dans les partis. Et c'est pour régler ce problème que le législateur est allé dans ce sens. Mais sans penser que ces quelques problèmes allaient arriver. Donc, le principe est maintenu. On ne modifiera plus l'ordre ni les candidats. Mais s'il y a des fautes qui vont porter entorse, comme des doublons à la liste, tout ça là, on trouvera les mécanismes pour que les partis corrigent. C'est une avancée. Allez-y. C'est prévu également que l'article 21 de la charte des partis politiques sera revu parce que, au nombre des récriminations que les partis de l'opposition avaient fait au ministère de l'Intérieur, c'est qu'on dit, le ministère de l'Intérieur vous notifie des fautes, vous allez corriger, on vous notifie par exemple 10 fautes, vous allez corriger les 10, vous revenez, et le ministère de l'Intérieur vous dit encore, voilà, j'ai encore trouvé 20 fautes. Vous allez, vous corrigez, vous revenez, le ministère de l'Intérieur vous dit, j'en trouve encore 5. On a trouvé qu'effectivement, si on continue de faire ce ping-pong avec les partis politiques, c'est facile aux gens de dire qu'on veut les exclure. Donc, cette fois-ci, l'article sera corrigé dans le sens que le ministère de l'Intérieur va faire une notification globale. Il trouve 50 fautes, c'est fini. On n'aura plus le 51e. Peut-être que c'est dans les 50 là que vous pouvez aller revenir.
Mais quand on vous trouve 50, c'est fini. Le ministère de l'Intérieur va notifier de façon globale les fautes. C'est aussi une avancée. Il y a aussi une avancée que les gens ne voient pas. Revoir la loi sur le statut de l'opposition. Parce que nous avons un statut là, mais c'est du vide. Il n'y a rien là. Un secrétaire, une voiture, c'est chef de file de l'opposition. Qu'est-ce que, par exemple, un Adjavon va faire avec une voiture et choses là. Donc, il faut revoir la loi, donner une priorité à l'opposition, parce qu'elle-même, elle anime la vie politique. M. Sonon est un opposant, mais il vient d'apporter vraiment des contributions sérieuses. Donc, il faut reformer le cadre. Et que aussi, on sache qui est opposant, qui n'est pas opposant. Que ceux qui crient sur les réseaux sociaux, depuis l'extérieur, qui balancent tout ce qu'ils veulent là, mais qu'on sache là où ils sont. Les partis qui sont dans l'opposition. Parce que l'opposition aussi a appelé à accompagner la construction du pays. L'opposition, ce n'est pas la pagaille. Il faut d'abord reconnaître l'opposition. Bon, je ne refuse pas. Donc, il faut une loi. Vraiment, moi, j'ai pris les députés de bien réfléchir pour... Parce que la loi, elle est impersonnelle. Aujourd'hui, nous, on est dans la mouvance. Demain, on ne sait pas là où on sera. La loi, elle est impersonnelle. On ne fait pas la loi pour quelqu'un. Donc, c'est aussi une avancée. Maintenant, il y a des propositions qui, évidemment, que M. Sonon a citées, qui appellent à beaucoup de réflexion. Mais je dois pouvoir dire que je prends d'abord le problème du système de parrainage. Et je comprends bien que c'est le principe, c'est sur le principe qu'il y a eu le consensus. Mais sur les modalités de mise en œuvre, il n'y a pas eu de consensus. Et il a su bien le rappeler en disant que certains ont proposé 2020. Non, ça c'est par rapport aux élections générales. Aux élections générales. Oui. Donc, par rapport au parrainage, le principe est acquis. Mais il reste posé des problèmes sérieux que vous avez posés. Et moi, je crois que c'est sûr que même si on doit en arriver là, les gens tiendront compte du contexte. Parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui où il n'y a que des partis de la mouvance à l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi certainement ils ont parlé des élus communaux. Si, avant les élections communales et locales, bon, aujourd'hui au moins on a déjà 9 partis politiques, ou bien on a dit que 2 sont venus se rajouter. Donc disons une dizaine de partis. Et c'est sûr que avant les échéances, on en aura d'autres. Puisqu'il est question d'aller de l'avant, tourner la page, un Bénin vraiment où tout le monde se sent concerné par les questions de développement et autres. Qu'est-ce qui urge pour sortir encore des sujets qui poussent à toutes sortes de réflexions aujourd'hui? Système de parrainage, pourquoi maintenant? Non, pourquoi le parrainage? Pourquoi il parle de parrainage? Sur le principe, c'est que on veut donner une priorité aux partis politiques. Depuis 1990, aucun parti politique n'a cédé à la magistrature suprême. Aucun parti politique n'a cédé à la magistrature suprême. On est là, c'est un troisième larron qui vient, c'est un homme d'affaires qui vient et qui a l'argent, qui achète l'électorat et qui prend le pouvoir et qui malmène les partis politiques dans tous les sens. Ah bon? C'est ce que le président Talon a fait? Non, ce n'est pas un problème de président Talon. Okay. C'est ce qui se passe depuis 1990. Ce n'est pas affaire de président Talon. Si personne n'est venu d'un parti politique pour prendre le pouvoir, ça veut dire que tous ceux qui viennent prendre le pouvoir, ils malmènent les partis politiques. Parce que quand les gens viennent, quand ils se prennent, les partis politiques s'agglutinent autour d'eux. C'est ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas bon pour nous les hommes politiques. Alors, le parrainage pourra résoudre le problème. Mais le parrainage pourra résoudre... C'est une forme de résolution du problème qu'on a trouvé. Oui, dans le contexte... dans les réflexions, on peut arriver à dire non, au lieu de parrainage, parce que ça pose tel problème, choisissons telle forme. Mais moi, je parle du principe. Le principe qui est que aujourd'hui,
nous les hommes politiques, nous devons pouvoir prendre le pouvoir d'État et l'exercer au lieu d'être à la queue des gens qui viennent nous arracher le pouvoir et qui nous traînent. C'est ça l'idée principale qu'il faut retenir. La question de la représentativité des femmes qui avait été évoquée, mais qui à l'arrivée pour nombre d'analystes n'aurait pas vraiment réglé le problème. Les femmes, en termes de représentativité, on a toujours l'effectif qu'on a. La formule annoncée aujourd'hui, vous avez suivi votre vis-à-vis comme d'autres, pense qu'une fois encore, on vient pêcher en eau trouble. Bon, je suis obligé de regrouper ça avec la question des élections générales, puisque les deux problèmes posent la révision de la Constitution. On ne peut pas accéder à ces deux problèmes-là sans réviser la Constitution. Mais je dois dire que la question des élections générales, là encore, c'est le principe qui est acquis. Parce que, bon, nous estimons que faire les élections en une année et prendre 4 ans et demi comme ça pour se mettre rigoureusement au travail, c'est mieux pour le pays que tout le temps, 1 an, 2 ans, d'être dans les élections. On divise les régions, les fonds et les adjas, les nagos ne s'entendent pas juste à cause des élections, tout ça là. Il vaut mieux prendre une année pour faire ça là et mettre le peuple au travail, c'est mieux. Mais la mise en œuvre pose des problèmes. Moi, personnellement, je ne pense pas que cela est possible en 2020 ni en 2021. Parce que quand nous disons les élections générales, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les élections aient lieu la même année. Alors que nous savons que les mandats, d'autres sont 4 ans, d'autres sont 5 ans. Ça veut dire quoi? On ne fait pas les omelettes sans casser les dents. Oui, pour ce faire, puisque ce sont les politiques qui décident. Il faut ramener certains mandats en arrière, rallonger d'autres pour les faire retrouver. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut modifier la Constitution sur les mandats qui sont constitutionnels. Le mandat du député, c'est de 4 ans. Ça veut dire que le mandat actuel, ça court jusqu'en 2023 pour les députés. Le mandat du président de la République court jusqu'en 2021. Donc, on ne pourra pas le faire ni en 2020, ni en 2021. Mais ce qui est envisageable, selon moi, c'est que déjà, après 2021, ça va être 2026, pour le président qui vient, les élections locales de 2019, normalement, ça doit terminer en 2024. On peut leur en rajouter un pour se retrouver en 2025. Et pour les députés, on doit modifier la Constitution pour leur dire, au lieu de 4 ans, on fait 3 ans, pour vous retrouver en 2025. Et on démarre là. C'est une proposition. On démarre là. Mais les élections générales posent un problème principal. Lequel? Le problème de la vacance du pouvoir. Lorsque, par exemple, le président de la République décède, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si on fait les élections, c'est que son mandat ira au-delà de l'aliment. Donc, il faut prévoir, je ne sais pas si c'est un vice-président, quel mécanisme il faut prévoir dans ce cas pour continuer le mandat, pour que l'aliment là soit toujours de règle. C'est pourquoi je suis d'accord avec M. Sono que pour ces questions-là, qu'on prenne le temps de mûrir vraiment la réflexion avant de prendre les résolutions. C'est pourquoi que la réflexion se poursuive. Je ne le vois pas dans la posture d'un opposant. Parce que le raisonnement qu'il mène aussi, ça dit que ce n'est pas un problème de dire que celui-là, il est opposé, n'est pas opposant. Ce que la personne sort là, qu'est-ce qu'on peut tirer de nécessaire dedans? Donc, par endroit, ces inquiétudes sont fondées, mais je dis que c'est les principes qui sont acceptés et que l'inquiétude... La réflexion se poursuit. Oui. Fidèle Sono? Malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que mon vis-à-vis parce que... La question de l'article 242. Oui, la question de l'article 242, par exemple. Bon, je dois vous dire que mon parti a proposé que l'on reformule l'article pour que ça soit clair. Parce que la question d'interprétation même pose problème.
Mais tout le monde est d'accord sur le principe des 10% parce que députés de région, de quartier, d'arrondissement, là, on ne veut plus. Puisque le député national... L'unanimité est faite autour du principe, oui, mais alors reformulation... Mais voilà, par exemple, il fait une proposition, il dit, si on veut rendre le député national, il faut revoir les circonscriptions. Ça, par exemple, c'est une option aussi. Il faut trouver un mécanisme autre. C'est une option. Là, je suis d'accord. Parce que l'application de l'article 242, effectivement, ça va poser un problème, mais on est obligé de faire avec ça. C'est-à-dire qu'on vote pour vous ici. Là. Mais si on peut éviter les problèmes, pourquoi ne pas faire d'autres options? Moi, je vois ici, là, j'irai à l'Assemblée et vous n'irez pas. Parce qu'au plan national, votre parti, là, n'a pas pu avoir... Les politiques ne sont pas là pour créer des problèmes, mais des solutions. Donc, les réflexions se poursuivent. La réflexion se poursuit. Très rapidement. Je ne suis pas aussi optimiste que mon vis-à-vis. J'ai même l'impression que ce qu'il dit participe de leur stratégie d'anesthésie de l'opposition. Comment ça? Non, parce que... Non. Vous voyez, vous êtes en train de nous dire, non, ne soyez pas inquiets, on va tous les modalités d'application. Mais vous n'êtes pas au Parlement. Les députés là-bas, ils vont voter les lois bientôt. Et tout le monde sera mis devant le fait accompli. Mais l'USL est en train de prévenir contre une révision unilatérale et non consensuelle de la Constitution. L'USL est en train de prévenir contre d'autres mesures d'exclusion comme le parrainage. Et j'aimerais dire que, vous voyez, il a dit, oui, c'est des principes, moi je ne vois même pas ça possible d'ici 2021. On vous envoie régler des problèmes brûlants. Ça veut dire que c'est le court terme. Pour nous, les managers, on parle de court terme, moyen terme et long terme. Et vous rêvez. Vous faites de la philosophie. Vous faites de la projection. On vous envoie régler des problèmes à court terme. Il faut régler ces problèmes de court terme. Mais vous n'avez pas fait ça. J'aimerais dire trois choses, pour finir rapidement. Le dialogue qui a eu lieu au palais, à la rigueur, si on s'entend de l'appeler dialogue, c'est un avant-projet de dialogue. C'est un avant-projet de dialogue. C'est comme un comité d'organisation entre eux pour réfléchir. Et on aurait pu faire ça ailleurs au lieu d'appeler ça dialogue. S'ils sont sincères, nous allons réfléchir ensemble pour voir comment organiser un vrai dialogue, même si c'est politique. Écoutez, vous voyez, ils ont proposé leur proposition, les points de consensus, dit-on. Ils sont en train de dire indirectement qu'on va écourter le mandat des députés qui sont là actuellement. Personne ne l'a dit. Oh non, écoutez, c'est indirectement. Lorsque vous faites des propositions d'organisation d'élections générales en 2020, 2021, etc., en tout cas, c'est avant la fin de leur mandat. Cela veut dire que vous reconnaissez l'illégalité, l'illégitimité de ces députés qui sont là. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Les dates ne transparaissent pas dans le rapport général. Oui, mais peut-être que intelligemment, le principe qui est dans le rapport. Peut-être qu'intelligemment, vous les avez omis. Non, mais ça ne tient pas la route. Non, mais le dialogue a eu lieu. Et vous avez même parlé de... Est-ce qu'on va trouver un mécanisme de vice-président? On vous voit venir. Non, c'est moi qui fais cette réflexion. Cette réflexion, oui. Vous ne tenez pas cette réflexion ex nihilo du néant. Non, pas du tout. C'est moi qui fais cette réflexion. De toutes les façons, nous sommes très éveillés et nous sommes en train de vous suivre. Et donc, eux-mêmes, ils reconnaissent que ceux qui sont là, ils sont illégitimes. Même des députés, nous avons entendu des députés le dire. Vous avez entendu Laurent Gbadamasi, non? Mais il a dit, je voterai. Ce Parlement ne fera pas le contrôle de l'action gouvernementale, ne peut pas le faire. Parce que c'est confondu. L'exécutif, aujourd'hui, est confondu au législatif et au judiciaire. C'est ça le drame dans notre pays. Le président Talon a promis renforcer l'indépendance de la justice, mais au travers de la réforme du CSM, il a plutôt renforcé la dépendance du CSM du pouvoir exécutif. Donc, constatons que les trois pouvoirs sont confondus aujourd'hui. Et c'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas de l'USL, ce n'est pas de Sébastien Javon, c'est de la défense de la démocratie. Okay. Et enfin, moi, je voudrais dire que la chose politique est si sérieuse qu'elle ne peut pas être laissée dans les seules mains des politiciens carriéristes. Et c'est depuis que j'ai compris, moi, que la chose politique est très sérieuse que je me suis engagé.
que je me fais allègrement appeler technico-politique, parce que je dis tout intellectuel éclairé devrait mettre ses compétences au service de la politique de son pays. Parce que les députés qui vont là-bas, qui vont voter des lois, qui vont impacter votre vie, la vie de vos enfants et de vos petits-enfants, si vous ne vous intéressez pas à ça, mais vous êtes en train de est-ce que le chef de l'État n'a pas compris, comme vous, qu'il faut des techniciens pour accompagner? Non, il dit que la politique, ça doit être uniquement l'affaire des politiciens carriéristes. Et moi, je dis c'est extrêmement grave. Vous reprenez là les propos du ministre de la Communication, mais lorsqu'on constate qu'à l'arrivée, le chef de l'État... Mais c'est une naïveté intellectuelle de dire que les questions politiques ne peuvent être débattues que par des politiciens. Mais maintenant, alors, lorsque dans l'applicabilité, voilà... Oui. On se rend compte que le chef de l'État, après avoir échangé avec les députés, ne s'arrête pas là. Et que désormais, il y a un comité de 9 experts installés, aussi bien de politique que de sachants. Est-ce que ça ne fait pas pour vous une brèche importante qui peut aider à remonter graduellement la pente? Non. Écoutez, ça ne rassure pas, parce que j'ai parlé de comité d'organisation paritaire. Paritaire voulant dire qu'il faut qu'on ait l'assurance, l'opposition à de hauts cadres, de haute facture, que nommément on envoie des politico-techniques pour aller siéger dans un comité d'organisation qui va accompagner techniquement ces affaires, mais puisqu'ils appartiennent à des chapelles politiques, ils ont aussi cette couleur politique. Mais laissez cette affaire dans les seules mains des politiques. Moi, je vous dis, on ne peut pas compter. Si on avait compté sur les seuls politiciens pour régler le problème du Bénin en 90, peut-être qu'on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Le comité de 9 experts, où il y en a de la politique. Non, écoutez, non, c'est des histoires, c'est des gens qui sont nommés. C'est des gens qui sont nommés et oui. on sait comment ça se passe. Quoi. Je me retourne vers vous pour la même question. Cette ouverture ou cette option de comité d'experts pour aider à trouver très rapidement les palliatives qu'il faut, comment vous l'appréciez? Non, le rôle le rôle du comité d'experts, c'est de mettre en œuvre les résolutions du dialogue. Ce n'est pas que le comité d'experts vient créer quelque chose. On a déjà fait les choses, c'est là, le rapport est là. Maintenant, il faut mettre ça en musique de droit. La déclinaison, tout est dans la déclinaison. Le diable se cache dans la déclinaison, justement. Pas, mais ça dit que le rôle du comité d'experts, c'est pas de créer quelque chose. Non, tout le monde le sait. Ce qui est là, c'est dans la déclinaison. Comment on peut Parce qu'ils ne sont pas très indiqués en musique de droit? Pour bien le faire, en tant que technicien. Pour vous, est-ce que c'est rassurant ou pas? Non, pour moi, en fait... Et en même temps, votre conclusion? Non, pour moi, en fait, c'est rassurant parce que tout le monde sait là où on va déjà. Le comité ne peut pas encore nous amener ailleurs. Fidèle Solon, votre conclusion? La conclusion, c'est simplement que on a envoyé des gens régler un problème et ils l'ont empiré. Il est temps encore de freiner pour régler les problèmes brûlants qui se posent. Merci à vous, Fidèle Sonon. Merci également à vous, Antoine Adoukonou, chers téléspectateurs. Eh bien, on vient comme ça au thème de cet autre numéro de votre émission 100% Bénin. On va vous accompagner. Je ne vous laisse pas cette fois-ci sans cette citation. Elle est signée Wilson Churchill. Ce n'est pas, dit-il, que quand il fait nuit que les étoiles brillent. Ce n'est pas que quand il fait nuit que les étoiles brillent. Bonne méditation chez vous. Et à très bientôt, toujours avec le même entrain, pour découvrir d'autres sujets d'actualité à débattre avec nos invités. À très vite.